Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange autour de l'actualité de cette semaine. La visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc pour officialiser la réconciliation entre nos deux pays après des années de brouille diplomatique sévère, signature de contrats à la clé et les sujets importants de l'immigration, du trafic de stupéfiants ont été mis sur la table. Mais avec quel résultat? Difficile de le dire. On entendra le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On retiendra malheureusement aussi de ce voyage par ailleurs réussi la présence du controversé Yacine Bellatar, humoriste condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des menaces de mort. Que faisait-il dans la délégation française? S'agit-il d'une provocation? À quoi cela rime-t-il? Je vous pose la question. Et puis autre chose qui a attiré votre attention, Michel. Le président Macron a célébré pendant ce voyage l'esprit de l'Al-Andalous, qui était un territoire occupé par les musulmans en Europe, notamment dans la péninsule ibérique dans les années 700, évocation qui vous a fait bondir. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis en France, ce sont toujours les questions de budget et d'économie qui occupent la classe politique et les parlementaires, avec des idées lumineuses des petits génies de la finance de Bercy pour tenter de retrouver les milliards engloutis dans la dette, aligner les fonctionnaires du public sur les salariés du privé pour les jours de carence en cas d'arrêt maladie, supprimer un deuxième jour férié, panique à tous les étages. On entendra Henri Guénaud qui dénonce un spectacle dramatique envoyé au monde et aux Français. Voilà pour le menu d'aujourd'hui. Mon cher Michel, vous êtes prêt? Prêt. On commence par le voyage au Maroc d'Emmanuel Macron, avec évidemment une grande réconciliation, beaucoup de faste dans cette réception officielle du président français. On va écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé devant la communauté française au Maroc, Michel, en estimant qu'il ne fallait rien céder au vent mauvais. Je suis très fier d'avoir devant moi beaucoup de femmes et d'hommes qui sont fièrement, résolument français et pour certains peut-être en même temps fièrement et résolument marocains. Ça n'enlève rien à l'autre. Et quels que soient les vents mauvais qui souffrent et qui soufflent, n'y cédez rien, parce que je crois qu'il ne ressemble pas à la France, ni dans son histoire, ni dans son présent, et ni dans son avenir. Voilà pour cette prise de parole d'Emmanuel Macron, Michel Onfray, devant la communauté française. Qu'est-ce que vous retenez de ce « ne cédez rien au vent mauvais qui souffle » ? Ce qui est compliqué avec lui, c'est qu'il dit tout et le contraire de tout, mais qu'il ne peut pas cacher un certain nombre de choses qui surgissent, des espèces de symptômes de la maladie, quoi. C'est un menteur. Je pense que c'est un menteur pathologique. C'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il dit une chose et son contraire. Vous avez vu, sur Israël, sur Gaza, une chose et son contraire. Voilà. On aide l'Ukraine, on n'aide plus l'Ukraine, on pourrait aider l'Ukraine. Bon, voilà. Et cette façon un peu cynique, moi je pense au style, au ton du personnage. Il insupporte beaucoup de gens maintenant. Moi le premier, mais ça fait longtemps. Et cette façon sirupeuse d'expliquer les choses, en disant il y a les deux drapeaux, on peut être binationaux. C'est l'homme qui nous dit j'aimerais emmerder les Français à l'époque du Covid, qui continue sans cesse quoi. Est-ce que en fait, il voulait emmerder les non-vaccinés. Hein, c'était à l'époque du Covid, c'était ça. Il voulait les emmerder, c'est une citation. Je n'utilise pas beaucoup ces mots-là, mais enfin, c'est une citation. Donc vous avez raison de dire, mettons donc le mot entre guillemets. Et là, il nous parle des deux drapeaux, mais il a juste oublié que les deux drapeaux, c'est celui du milieu qui est important, c'est celui de l'Europe. Il est toujours là pour l'Europe. C'est son combat, c'est son seul combat. Le reste, il n'en a rien à faire. Plus que la France. La France, les Français, etc. Et moi, on est Français, pour lui, mieux c'est. Mais là, les vents mauvais qu'il évoque, c'est quoi, en fait? C'est tout le temps Marine Le Pen, c'est tout le temps le Rassemblement National. Mais c'est ça. Yacine Bellatar, il ne peut pas faire une phrase sans parler de l'extrême droite. Quand il ne parle pas de l'extrême droite, il parle de Marine Le Pen. Alors lui, il parle des vents mauvais. Bon, voilà, très bien. Ouais. Mais ils n'ont que ça à la bouche, que ça à la tête. Visiblement, c'est leur seul argument, effectivement. Mais c'est leur seul argument, c'est le seul truc qui leur permet d'être élus, réélus, et de faire des fameux fronts prétendument républicains. Absolument. Donc c'est une espèce d'assurance vie en matière de politique que de taper toujours sur les mêmes. Il pleut, c'est la faute de Marine Le Pen. Il y a des inondations en Espagne, c'est la faute de Marine Le Pen. Il y a quelqu'un qui écrase un cycliste, c'est la faute de Marine Le Pen. Pas jusque-là. Écoutez Bellatar, à chaque fois qu'il s'exprime, dans chaque phrase, vous avez évoqué Yacine Bellatar, je pensais l'évoquer un peu plus tard, mais on va le faire maintenant, parce qu'il faisait partie de cette délégation française pléthorique, plus de 130 personnes. On sait que c'est un humoriste qui a été condamné en septembre 2023 à 4 mois de prison avec sursis après des menaces de mort et de crimes visant des personnalités du monde du spectacle. Proche du CCIF, il a participé à la marche contre l'islamophobie. Il se défend d'être proche de l'islamisme. On va écouter les mots qu'il a employés lorsqu'il était au Maroc. Voilà, moi j'ai 20 ans de carrière en France. Je suis français, je suis marocain. Donc c'est un déplacement où je me sens en tout cas physiquement légitime.
Mais dorénavant, il va falloir poser la question à Marine Le Pen, c'est-à-dire que je serai illégitime sur le territoire français et illégitime sur le territoire marocain. Donc si vous me trouvez un pays qui est prêt à m'accueillir, vous pensez vraiment que... Et vous faites offense à nos services policiers, est-ce que vous pensez vraiment qu'on laisserait quelqu'un de près ou de loin qui est affilié à ce genre d'hérésie qui est l'islamisme ou n'importe quel extrémisme monter dans un avion ? Soyons sérieux un petit peu. Et franchement, je vous le dis, vous êtes des journalistes. Vraiment, vous avez un pouvoir de réconciliation sur notre pays qui est déterminant. Et vous ne pouvez plus suivre l'extrême droite dans des éliminations comme ça, très arbitraires, qui concernent souvent, sachez-le, des Arabes et des Noirs. On est sorti du débat public, vous le voyez bien. Et aujourd'hui, on a un président de la République. Moi, j'ai des désaccords profonds avec des gens avec qui je suis monté dans l'avion. Mais pour vous dire, ça s'est tellement bien passé, j'ai vu Retailleau manger du couscous. Donc comme quoi, vous voyez, les gens changent. Voilà pour les propos de Yacine Bellatar. Démonstration par l'exemple, le mot extrême droite est arrivé en permanence. Vous avez vu l'humour. Donc c'est l'humour de France Inter. Donc c'est l'humour du service public. C'est l'humour de la nouvelle France, pour utiliser les formules de Mélenchon. C'est-à-dire beaucoup de mépris, beaucoup de haine. Voilà quelqu'un qui crache sur 10 millions d'électeurs et sur des sympathisants qui n'ont pas voté, mais qui sont plutôt dans cette logique du on en a assez de se faire insulter par les mêmes, toujours. Et donc, il y a une façon de se défendre qui est pas terrible, quoi. Parce qu'effectivement, vous me donnez raison, à chaque fois, c'est Marine Le Pen. Mais qu'ont-ils fait, ces gens-là, pour être aimables, pour être vénérables, pour être aimés, plutôt que de taper toujours, soyez négatifs, ça marche toujours, mais qu'est-ce qu'il a proposé comme choix de société? Puisqu'apparemment, il fonctionne plus en intellectuel qu'en humoriste, à part la petite saillie sur le couscous. Ça peut être effectivement dans les matinales de l'humour de France Inter. Mais sinon, c'est quoi la pensée de M. Bellatar? Ceci dit, il est reçu avec d'autres intellectuels. Oui. Alors, des intellectuels ou des repris de justice, il y avait des deux. Hein. Oui, je ne demandais pas les noms parce que certains sont les mêmes. Oui, alors il y avait François-Marie Bagné, qui a été condamné dans l'affaire Bettencourt, Mjid El Ghorab, ancien député de La République En Marche, qui a été condamné pour avoir donné des coups de casque à un autre député. Voilà, après à quoi servent ces délégations? Et pourquoi toute la gauche caviar aussi, quand même. La gauche caviar. On avait BHL, on avait Ariel Dombal, on avait Jack Lang, on avait tout ce monde-là, qui est très pro-marocain. On se demande pourquoi, comment, de quelle manière. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'emmener avec soi je ne sais combien d'avions, je ne sais combien de gens. Pourquoi faire? Des gens qui représentent le génie français de manière planétaire, ou à l'endroit des Marocains. Alors expliquons-nous pourquoi monsieur François-Marie Bagné, qui a détourné de l'argent, escroqué une vieille dame, qui a été condamné pour ça, représente vraiment la France. Est-ce que ce sont les fous du roi? Peut-être c'est ça. Emmanuel Macron a peut-être envie de gens qui le divertissent. On va juste écouter ce qu'il a dit, Emmanuel Macron, puis je vous passe la parole, Michel Onfray, à propos de cette controverse autour de certains de ses invités. Écoutez Emmanuel Macron. Mais je ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on regarde. Je suis fasciné. Vous avez un pays et des compatriotes qui disent c'est historique, on ouvre un chantier nouveau. Et donc je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Le président ne s'intéresse pas aux anecdotes, Michel Onfray. C'est vrai que le voyage était par ailleurs réussi. Il y a des signatures de contrats, une réconciliation attendue et importante avec le Maroc. C'est extrêmement important sur de nombreux dossiers. Mais il balaye ça d'un revers de la main, en fait. Oui, parce que monsieur décide de ce qu'est l'anecdote. Il n'a juste pas compris qu'un chef d'État, rien n'est anecdotique dans le chef de l'État. C'est les fameux deux corps du roi de Kantorowicz qui nous dit qu'on a la souveraineté nationale sur les épaules, même si on l'a obtenue en trichant, en trompant, en mentant, etc. Il a la souveraineté nationale. Donc il y a juste un moment donné où... C'est-à-dire qu'il a été élu démocratiquement. Oui. On est d'accord. Oui, avec une presse qui a tout fait pour ça, avec de l'intimidation, avec de la criminalisation de l'adversaire, avec... Oui, mais il a été élu. Ah oui, j'ai pas dit qu'il n'avait pas été élu. J'ai dit que les conditions dans lesquelles il avait été élu font que notre démocratie n'est pas exemplaire sur la planète. On n'a pas beaucoup de leçons à donner à des régimes qu'on appelle illibéraux. Depuis des années, on se sert de Marine Le Pen pour toujours mettre la même bande au pouvoir. Et c'est la même bande au pouvoir qui vient voir le roi du Maroc. Je me dis, mais ces gens, ils sont là pour quelle raison? Alors on dit fou du roi, mais le roi a le droit de s'amuser, mais chez lui. Ce que fait le chef de l'État, ce qu'il ne fait pas, la façon qu'il a... Mais jamais anecdotique. Jamais. Il engage la souveraineté nationale, c'est-à-dire c'est la voix de la France. Il n'a juste pas compris ça. Donc il n'a pas le droit d'avoir des humeurs, il ne devrait pas s'expliquer avec des mots grossiers, il ne devrait pas se faire photographier avec des gens qui font des doigts d'honneur, il ne devrait pas tripoter sans cesse les gens. Cette façon de tripoter les gens est sidérante, mais même Yacine Bellatar, que le ministre des Armées ne connaît pas. Il tripote des gens de manière étonnante. Je te prends l'épaule, je te prends le bras, je te tiens le bras. Il avait dit dans un premier temps de ne pas le connaître et qu'il pensait que c'était un technicien. Alors ça, c'est quand même terrible aussi. Personne n'a repris la chose. C'était un technicien. Il avait une allure de technicien. Vous trouvez que c'est méprisant? Mépris, mais c'est un mépris de classe total. Parce que les gens qui ont... C'est les arguments de l'entourage du ministre des Armées qui peut être justifiés.
C'est sans doute pas ce que pensait le ministre. Ça s'appelle des cellules de communication, et on fait travailler tous ces gens-là qui sont payés très cher pour dire quelle riposte peut-on faire. Je ne sais pas qui c'est. Il était là à l'insu de mon plein gré. Et donc c'est pourquoi je le tripotais. D'ailleurs, il avait une tronche de technicien, donc j'ai pu le tripoter pour cette raison. Mais quelle façon de considérer les techniciens ou les gens simples ou les gens modestes. On dit, il a un pantalon qui est un pantalon de pauvre d'une certaine manière. C'est détestable. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Il y a autre chose qui vous a interpellé dans les discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il a évoqué l'al andalouse. C'est évidemment une terre musulmane sur le sol européen. C'est dans les années 700 après Jésus-Christ. On va juste écouter le moment où il en parle et vous allez nous dire pourquoi ça vous a fait bondir. Emmanuel Macron. Il faut voir et il faut dire que nous ne sommes pas tout à fait étrangers l'un à l'autre. Et pas seulement parce que les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Mais parce que nos poètes même l'ont placé au cœur de nos imaginaires. Voilà pour ce que dit Emmanuel Macron. Effectivement, c'est beau de célébrer des civilisations qui se mêlent au niveau architectural, au niveau de la poésie. C'est pas ça pour vous, à l'Andalouse ? C'est pas juste cette culture surtout pas ça. Musulmane qui s'allie à la culture européenne ? Non. Vous savez, il y a des mythologies aujourd'hui, et en matière d'histoire, il y a la mythologie de la résistance, la mythologie du pétinisme, la mythologie de 93, la mythologie de la Révolution française. Enfin, il y a plein de mythologies. Vraiment, quand on doit faire un travail je ne vais pas dire de déconstruction, mais de démontage de toutes ces fictions. Attention, déconstruction, c'est un mot connoté wokiste. Oui, à tort, parce que le mot est chez Littré. Donc j'ai vu des débats avec des déridiens qui m'interdisaient d'utiliser le mot. Je disais que le mot était déjà chez Littré, et donc bien avant Derrida. Et dans la déconstruction, vous avez des gens dont c'est le métier de défaire des bâtiments, ils font de la déconstruction. Donc, mais vous avez raison, évitons l'usage de ce mot. Je pense qu'il y a un moment donné où quand on se dit, prenons cette histoire à l'Andalous, c'est un élément de langage des islamophiles, ou des gens qui veulent faire avancer la cause islamique. C'est-à-dire, on nous dit, quelle belle période. C'est fantastique. Les années 700, c'est ça ? C'est pendant 7 siècles, à partir, effectivement, du 7e siècle. C'était 714, si vous voulez. C'est 1492, la fin, enfin bon. Et donc, on a quoi dans cette aventure ? On a un personnage qui nous dit, c'était formidable, les poètes nous le disent, mais on n'a pas besoin d'en appeler aux poètes quand les poètes disent des sottises. On a besoin d'en appeler aux historiens. Les historiens, qu'est-ce qu'ils peuvent nous expliquer ? Qu'il y a eu en Espagne ce qu'on appelle la dhimitude. D-H-I-2-M, etc. Un dhimmi, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Un dhimmi, c'est quelqu'un qui est... C'est coranique, ça se trouve... c'est un non-musulman qui est dans une société musulmane. Qui vit dans une société musulmane. Parce que l'islam estime qu'il y a le monde de l'islam et le monde de la guerre. C'est pas moi qui invente les choses, il y a le monde de l'islam et le monde de la guerre. Et le monde de l'islam doit conquérir justement ces pays dans lesquels l'islam n'a pas eu lieu, ou reconquérir des pays dans lesquels l'islam aurait pu avoir lieu. Et là, vous avez des individus qui sont de seconde zone. C'est-à-dire, le dhimmi, c'est effectivement un juif, la plupart du temps, ou un chrétien, dans un régime musulman, et cet homme n'a pas les mêmes droits que les autres. C'est codifié par Justinien, par exemple, pour les chrétiens, qui à l'époque persécutaient les païens. Et puis, les musulmans reprennent cette affaire-là en nous disant, ils n'ont pas le droit de monter sur des chevaux, par exemple, c'est interdit. Ils peuvent aller sur des ânes, mais quand ils montent les ânes, il faut qu'ils les montent comme à l'Amazone, c'est-à-dire comme des femmes. Vous avez des vêtements qui sont distinctifs, vous avez des coupes de cheveux, vous avez même des signes, des couleurs. Donc il y a des codes de la dhimitude. Mais bien sûr, c'est un code de l'esclavagisme. D'accord. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que... Alors Emmanuel Macron nous fait l'éloge de la colonisation, nous fait l'éloge de l'esclavage, alors qu'en temps normal, il nous dit, mais la colonisation, c'est pas bien, c'est un crime contre l'humanité. Et il nous dit, y compris dans le sud de la France. Sous-entendu, il y a l'Espagne, c'est bien, mais chez nous, c'était quand même drôlement bien. J'attends que Charles Martel soit présenté comme un salaud, comme un nazi, etc., comme un type d'extrême droite, pour refaire totalement l'histoire. Je pense que M. Boucheron, l'historien, le fameux historien wokiste et déconstructionniste, pour le coup, du Collège de France, doit écrire ou souffler à l'oreille du président de la République pour lui faire dire des sottises pareilles. Mais Michel, vous vouliez aussi nous signaler le livre de Bat Ye'or's, qui est une essayiste britannique d'origine égyptienne, qui a beaucoup écrit sur les dhimmis. Elle a écrit un livre sur la dhimitude qui est assez extraordinaire, parce que d'abord, il y a des références. C'est pas une espèce de théorie fumeuse. Elle explique qui, quand, où, comment, de quelle manière, avec quel pays. Et elle nous explique que la dhimitude, c'est partout en régime musulman. C'est pas seulement dans l'Espagne d'Al-Andalus. C'est à chaque fois que vous avez un régime musulman,
musulmans, c'est comme ça que ça se passe. Et regardez, à chaque fois que vous avez eu des communautés qui s'entendaient bien, vous avez plein de gens qui vous expliquent qu'il y a 50 ans, les juifs et les musulmans s'entendaient bien au Maroc, en Tunisie, et que en Algérie même, avant la guerre d'Algérie, et que c'est par la suite que la théorie de la dimitude a pu fonctionner. C'est-à-dire qu'on peut même inverser, et d'une certaine manière, ce sont les Français qu'on dit de souche aujourd'hui qui sont présentés comme des dhimmis. C'est-à-dire on n'avait pas le droit de regarder un musulman en face. On descendait du trottoir quand on les croisait. Et quand on témoignait, par exemple, au tribunal, la valeur, le poids d'un dhimmi valait moins que le poids d'un musulman. Les relations sexuelles entre les dhimmis et les femmes musulmanes étaient interdites, punies de mort, etc. C'est ça que Macron nous présente comme un modèle idéal. Il y avait aussi d'autres sujets, bien sûr, Michel. Et peut-être pour aujourd'hui. Il y avait d'autres sujets importants, notamment le sujet de l'immigration, parce que c'est un vrai sujet entre nos deux pays. On va juste écouter Bruno Retailleau qui évoque cette question en demandant plus d'harmonie dans les relations franco-marocaines. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière, nous avons un cadre et des procédures avec des délais et des éléments d'identification pour les personnes dont l'origine n'est pas documentée. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Sur la surveillance des frontières, nos deux pays font face à des pressions migratoires fortes et à la responsabilité de surveiller des frontières terrestres, maritimes, stratégiques. Voilà pour Bruno Retailleau. Difficile de savoir si ces déclarations conjointes auront des effets concrets, mais il faut qu'il y ait une coopération franco-marocaine pour pouvoir expulser les personnes qui n'ont rien à faire sur le sol français. Mais bien sûr. Et ça, au moins, c'est une voie claire. C'est pas une voie du en même temps. C'est-à-dire, bon, il n'est pas au pouvoir non plus depuis 7 ans. Mais voilà quelqu'un qui nous dit très précisément ce qu'il souhaite, ce qu'il veut et comment il va s'y prendre. Et qui ne fait pas de la théorie, qui ne fait pas de l'idéologie. Il nous dit, nous avons besoin de laissez-passer consulaires, nous avons besoin de nous défaire de gens qui sont problématiques en France, et nous avons besoin de votre coopération. Et le peuple marocain est un grand peuple. On aurait dit, parce qu'on m'a agressé, parce que j'ai parlé, par exemple, de la couverture que le Maroc assurait de la production de la drogue mondiale. Bon, c'était à votre compagnie. Je réitère, mais j'ajoute que c'est un grand peuple. J'ajoute que c'est un grand souverain et un grand monarque aussi, parce que, bien que descendant des croyants, c'est un homme qui est, d'une certaine manière, occidentalisé et qui connaît bien les codes, exactement comme son père, exactement comme son grand-père, qui ont été des gens merveilleux. Donc il y a un vrai partenariat à mener avec le Maroc, qui est beaucoup plus difficile qu'avec l'Algérie, qui est toujours dans le contentieux de la guerre d'Algérie. Mais nous avions un temps... Et on s'est longtemps tourné vers l'Algérie plutôt que vers le Maroc. Bien sûr. C'est une des clés de... Ce qui est sidérant. Les Algériens, c'est aussi un grand peuple. Je parle des peuples, je ne parle pas des gouvernements. C'est-à-dire des gens qui, dans la tradition arabe, et quand je parle des Arabes, je ne parle pas forcément des musulmans, mais on peut ajouter arabo-musulmane, a le sens de la dignité, a le sens de l'honneur, a le sens de la parole donnée. Et on ne peut pas faire du en même temps avec des gens qui, eux, sont dans une logique virile. Alors, toutes les néo-féministes aujourd'hui qui traquent le phallogocentrisme, comme disait Derrida, ou la misogynie partout, devraient voir comment ça fonctionne en Afrique du Nord. Michel, vous avez évoqué le roi Mohamed VI. On va juste, alors, pour faire notre petite minute Charles de Gaulle, évoquer une visite de Hassan II en France. Juste pour nous expliquer que quand le chef de l'État est présent en uniforme à côté du roi du Maroc, et qu'il l'appelle Votre Excellence, et que je ne sais plus s'il dit Votre Excellence, mais enfin il y a une formule, Sire. La formule qu'il utilise, c'est Sire. Et cette façon de dire, s'il est là, c'est que ça fait sens. On ne rallume pas la flamme du soldat inconnu quand on est le général de Gaulle avec n'importe qui. Et si on le fait avec le roi du Maroc, c'est qu'on l'honore, parce qu'il nous honore, lui aussi. Donc là on a bien sens, on voit bien le sens qui nous est donné par le général de Gaulle et par ces images d'une vraie relation. C'est pas, on ne va pas revenir sur Bellatar, mais c'est pas du tout, j'amène Bellatar en survêtement et quelques autres dont on aurait pu faire l'économie, eu égard à leur rapport à la moralité. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a deux mondes, un monde en noir et blanc, c'est celui qui a ma préférence. Oui, mais ce monde-là peut être un monde actuel. Le monde de la dignité, du respect, il n'est pas mort. Écoutez, je ne veux pas lui faire des appels du pied, mais je pense que, par exemple, M. Retailleau donne l'impression d'être en noir et blanc. Et c'est plutôt sympathique, ça, pour moi. C'est cette façon d'incarner la dignité, cette façon de penser les problèmes de l'État, de l'intérêt général, de l'intérêt national, et de ne pas
ni braquer, ni blesser les Marocains, ni le peuple marocain, ni le souverain. Et je me rappelle aussi de l'interview fameuse qu'Anne Sinclair avait faite d'Hassan II à l'époque, en 93, dans lequel le monarque disait qu'il était inutile de chercher à intégrer les immigrés marocains qui resteraient toujours des Marocains et donc de mauvais Français. C'est lui qui emploie ces mots, hein, c'est pas moi. Hein. Non, il avait une formule, il disait la trame n'est pas la même. Hein. Cette façon de parler de civilisation, en disant vous pouvez faire ce que vous voulez. Le général de Gaulle, il parle de l'eau et de l'huile, en disant vous pouvez secouer et vous aurez de toute façon un mélange qui va se faire puis qui va se défaire parce que c'est ainsi. Et quand le roi défunt parlait d'une trame qui était semblable, il disait en gros on a des civilisations. Aujourd'hui on dit mais le métissage c'est formidable et l'immigration c'est une chance. Et on nous dit mais regardez Aznavour, regardez Yves Montand, regardez que serions-nous sans, etc. Ou Michel Platini, ou etc. Je veux bien, mais la trame est la même, comme disait le roi. C'est-à-dire que c'était des civilisations semblables, c'était des judéo-chrétiens. Quand vous veniez d'Italie, quand vous veniez du Portugal, quand vous veniez d'Espagne, etc., on parlait des Portos, on parlait des Rital, mais en même temps, c'était des judéo-chrétiens, ça ne posait aucun problème. Et quand il arrivait des gens dont la trame n'était pas la même, c'était des gens qui avaient le désir de vivre en France, de s'intégrer en France. On parlait d'assimilation à l'époque, et les parents donnaient des prénoms, Joseph, Gilbert, Michel, ou ce genre Laurence. de choses. Alors, oui. Et c'était formidable, parce que c'est soluble avec des gens qui ont décidé qu'on pouvait avoir une intimité religieuse et que c'était une affaire personnelle, mais qu'en même temps, on pouvait aussi adhérer aux valeurs de la République. Michel, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. On va parler du budget, difficile, des discussions très difficiles et des injonctions que les Français reçoivent en permanence. Vous ne travaillez pas assez, on va vous enlever un jour férié, on va vous enlever des jours de carence pour les fonctionnaires. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, il a été aussi beaucoup question de budget cette semaine. On étudie à l'Assemblée nationale le budget de la sécurité sociale. Puis il y a toutes des pistes d'économie qui sont évoquées. Alors les petits génies de Bercy, les petits hommes gris, multiplient les idées pour retrouver les milliards qui ont été perdus. Il y a eu des petites erreurs dans le prévisionnel du déficit de la France il y a quelques mois. Donc là, on a déjà eu la polémique sur les jours de carence. Et il faut aligner le public sur le privé. Ça a été la première idée. Puis il y a l'idée du jour férié. Pourquoi ne pas enlever un jour férié aux Français ? Il y en a 11 dans notre pays, ce qui est plutôt dans la moyenne européenne. Donc là, l'idée, c'est d'en enlever un autre. Il y avait déjà la Pentecôte qui était un jour travaillé. C'est Jean-Pierre Raffarin qui l'avait fait à l'époque. Donc là, enlever un autre jour pour le faire travailler par les Français, pour ramener 3 milliards d'euros, selon, encore une fois, nos grands prévisionnistes de Bercy. Écoutons juste quelques Français interrogés là-dessus, qui ne manquent pas de bon sens, comme toujours. Si c'est la solution qu'ils ont trouvée la plus acceptable, pourquoi pas. Si vous deviez choisir un jour férié dans l'année, ce serait lequel ? Le 1er mai, du coup, je trouve que c'est assez symbolique, le jour des travailleurs. Pourquoi pas, s'il faut, faut bien trouver des solutions pour réduire le déficit, donc si c'est la meilleure des solutions, pourquoi pas. Si c'était vous qui deviez supprimer un jour férié dans l'année, ce serait lequel ? Le 11 novembre ? Pourquoi ? Bonne question. L'armistice, ouais. Parce qu'on a déjà le 8 mai pour la Seconde Guerre mondiale, donc ça peut suffire. Aucun jour, parce qu'en plus, c'est des jours qui sont hyper importants. On a l'armistice. C'est des jours qui ont une histoire. C'est pour marquer, en fait, les histoires qu'il y a eu en France. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien l'humour de la première qui dit 1er mai. Allez, ça, les syndicats vont adorer. Oui. Puis après, ce sont des pans de notre histoire aussi. Alors, il y a les jours catholiques, évidemment, et je suis certaine que ce sera sur les jours catholiques qu'on ira taper. Mais il y a après, 14 juillet, armistice, 8 mai. Oui. Non, mais c'est très drôle, le 1er mai, ça me paraît effectivement très intéressant, parce que ça touche à la religion progressiste. Donc là, c'est le grand jour de la religion progressiste. D'abord, moi, je pense qu'il faut arrêter aussi de taper sur les travailleurs. Il faut repenser le travail. C'est vraiment quelque chose qui doit être pensé. Vous avez des gens qui font des études considérables, des gamins, des gamines qui ont 30 ans et qui sont brillantissimes, qui ont des doctorats de ceci ou des doctorats de cela, et qui font des boulots qui ne sont pas à la hauteur, qui deviennent instituteurs. C'est formidable, le métier d'instituteur. J'entends bien, moi j'ai failli l'être, j'ai raté les concours. Donc c'est un métier formidable. Simplement, quand vous avez fait un doctorat d'ethnologie, je me souviens de quelqu'un qui avait travaillé sur les ruminants dans les montagnes péruviennes, ce genre de choses. On peut se poser la question de l'utilité de ce genre de travail. Enfin, toujours est-il que quand on a aussi bien travaillé sur un sujet comme celui-ci et qu'on se retrouve dans une classe où du jour au lendemain on nous dit vous n'avez pas de méthode pour apprendre à lire, à écrire aux enfants, mais il faut y aller tout de même, vous en avez 30 qui vont piailler, etc. Et en même temps vous allez être payé des picaillons, rien du tout. Donc ça c'est repenser la question du travail, Michel. Oui, payer les gens, les payer correctement, faire de telle sorte qu'un certain nombre de gens, vous voyez les chauffeurs de taxi, à chaque fois qu'ils me parlent et qu'on a eu l'occasion de discuter, mais ils sont payés en dessous du SMIC. Ils travaillent 10-12 heures par jour, ils travaillent
travaillent tout le temps, pendant des années, pour pouvoir rembourser leur licence, leur autorisation de travail, d'une certaine manière, et ils ne gagnent rien. C'est humiliant. Donc après, il y a les gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne veulent plus travailler. Et puis, on pourrait arriver au jour de carence qui relève de ce même problème. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui disent « je prends un jour, je prends 2 jours ». Puis s'il y a 3 jours de carence, des gens prendront 4, et puis ils prendront 5, et puis voilà. Et ça ne va pas, d'autant qu'à gauche, on nous dit « Ah, mais éloge de la paresse », nous dit Madame Rousseau. Semaine de 4 jours. Semaine de 4 jours. Oui, moi je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre le fait que... Si on travaille, c'est ça la signature de la gauche aussi. On peut travailler moins si on travaille mieux. C'est ça la différence. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité de travail. Si vous êtes longtemps au bureau mais que vous ne faites rien, et que vous regardez Internet ou que vous téléphonez aux copains, que vous échangez des textos, ça ne sert à rien d'ajouter à la machine à café. Plus. Moi, je pense que des gens se vengeraient si on leur demandait de travailler un jour nouveau, là, un jour qu'on privatiserait d'une certaine manière. Alors, revenons à notre jour férié, justement. Oui. Qu'est-ce que ça représente aussi en termes d'histoire de notre roman national, si on en supprimait un, Michel Onfray? D'abord, on a 2 Frances, on le sait, on a une France catholique et on a une France qui ne l'est pas. Et moi, j'aime les deux. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on monte l'une contre l'autre. Et je crois à l'Église, et au pouvoir de l'Église et à la puissance de l'Église jusqu'en 1789, puis après 1789, je crois à la puissance de la République. Et ça fait la France. Donc on peut toujours croire en l'Église aujourd'hui. On peut toujours aller à la messe, et c'est fort heureux. Et c'est la même France. Donc il faut faire de telle sorte qu'à chaque fois, on puisse célébrer les 2 France et les 2 Français. Je dis, ces 2 France, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 2. Il y en a d'autres. Il y en a une troisième qui, elle, ne reconnaît ni le christianisme, ni la République, et qui est la fameuse Nouvelle-France de M. Mélenchon. La France fabriquée avec des néo-ceci ou des néo-cela, qui sont des gens qui, la plupart du temps, n'aiment pas la France. D'ailleurs, j'ai vu l'autre jour que sur des murs, ces gens-là reprenaient le slogan de Maurras, je ne pense pas qu'ils soient vraiment très au courant que c'était un slogan de Maurras, en disant « L'anti-France gagnera ». C'est formidable. C'est vrai que quand vous disiez jadis l'anti-France, vous disiez « Ah, Charles Maurras », et vous aviez tout de suite Vous étiez stigmatisé immédiatement. Voilà. Et d'un seul coup, ces gens qui sont des crétins, ils reprennent l'anti-France en disant « Oui, c'est nous ». Et on déteste la France. Alors pour le dire, on va reprendre Maurras, vous allez voir ce que ça signifie très précisément. C'est même très précisément très antisémite, très anti-anglais, très anti-germain, très anti-franc-maçon, très anti-protestant. C'est la théorie de Maurras. Ah ben, vous êtes de ce côté-là désormais? Je crois pas. Juste pour en revenir... Faites attention sur la question de l'antisémitisme. Vous avez raison. Juste le 11 novembre, le 8 mai, vous seriez surpris du nombre de gens qui ne savent pas ce que c'est, et notamment de jeunes qui savent. Si on supprime ces jours-là, honnêtement, on s'assied sur l'histoire française. Oui, puis je n'ai pas supporté à l'époque de Raffarin qu'on commence à dire vous avez travaillé une journée de plus. On peut faire des économies. Solidarité, là c'est pour sauver les EHPAD. Oui, bien sûr. On nous dit. Jadis, les vignettes automobiles étaient faites pour les hospices, je crois me souvenir, et l'état des hospices, c'était quand même pas terrible. À chaque fois qu'on fait des impôts, c'est toujours pour faire du bien à une partie de l'humanité. Mais ça ne va pas exactement là où on pense que ça va. Donc il faut que, éventuellement, si la gauche a envie de se remettre à penser, c'est difficile quand on a été pendant 50 ans sans réfléchir, mais de se dire qu'est-ce que le travail? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut toujours exiger des gens soit de travailler plus, comme dit la droite, ou de dire travailler moins, comme dit la gauche? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on pourrait travailler différemment, autrement? Moi, je pense que humilier les gens n'est jamais une bonne chose. Il y a toujours un moment donné où il y a du ressentiment qui surgit. Et voilà. Vous avez des gens qui sont humiliés parce qu'ils sont peu payés, mal payés, parce qu'ils sont sous-employés, parce qu'on leur demande de faire un travail en ne leur donnant pas les moyens de faire le travail. J'imagine à la police, j'imagine à l'armée, les soignants aussi. Les soignants, mais bien sûr, j'allais lister, bien sûr. Les infirmiers, les infirmières, les médecins, les enseignants, l'université, la recherche. Enfin, je ne suis pas de ceux qui pensent à gauche que si on met une enveloppe, ça va suffire. De l'argent, toujours de l'argent. Employons encore des fonctionnaires et mettons toujours des fonctionnaires. Ça ne suffit pas. Il faut donner le goût du travail bien fait. Et moi, j'ai été éduqué à ça, le goût du travail bien fait, quel que soit le travail. Ça peut être de faire son jardin, ça peut être... On est content du travail qu'on aura pu faire. Là, on bâcle, on fait tout et n'importe comment. Donc, il y a un moment donné où il faut que les élites qui nous gouvernent, je ne pense pas aux intellectuels, encore il faudrait que Dominique Méda a travaillé sur cette question du travail, par exemple. Et elle a bien fait, elle a bien travaillé. Oui, mais qu'on pose ces pistes de réflexion sur la table et qu'on avance et qu'on se mette autour d'une table et qu'on y réfléchisse. Plutôt que de punir. Bien sûr, toujours. Et toujours les mêmes. Toujours qui travaillent. J'aimerais qu'on ait juste Henri Guénaud, qui était notre invité cette semaine, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui, lui, à propos de ces économies qu'on cherche éperdument, notamment dans les poches des Français, estime que c'est un spectacle dramatique au monde et aux Français. Henri Guénaud. Le spectacle qu'on donne à la fois au monde et aux Français, il est hallucinant. On a nourri la crise parce que là, pour le coup, on inquiète des marchés qui sont
très sensible aux anticipations autoréalisatrices. On continue à dire qu'on va faire faillite, ça n'incite pas les gens à vous faire confiance. Bon, ni les taux à baisser. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que ça crée une situation dans laquelle tout le monde se met à paniquer, car c'est une vraie panique. C'est une vraie panique. Alors on ne sait plus s'il faut faire payer 5 € pour entrer à Notre-Dame de Paris, s'il faut réduire les exonérations de charges sur les bas salaires, il faut gruger les retraités une fois de plus en disant bon, on va pas indexer pendant 6 mois, puis après on verra, peut-être qu'on les indexera plus jamais, etc. Puis on va taxer alors les riches. On est pris entre salauds de pauvres et salauds de riches. Oui. Bon, c'est un spectacle qui est dramatique. Vous partagez cette analyse d'Henri Guénaud, Michel Onfray? Oui, comme souvent. On a j'imagine, vous avez le même logiciel. On a le gaullisme en partage, oui. Mais il a raison. Vous savez, l'expression une valeur fiduciaire. Dans fiduciaire, il y a la même racine que foi. Il faut avoir la foi. Et l'économie, c'est ça. C'est-à-dire, si vous croyez, ça marche. Si vous n'y croyez pas, ça ne marche pas. Si vous commencez par dire, on est en faillite, je rappelle que François Fillon l'avait fait savoir il y a très longtemps, si vous dites, ça ne marche pas, ça va s'effondrer, etc., etc. Si éventuellement vous dites, on va taxer les riches, les propriétaires, ceux qui ont des immeubles, etc., etc., des biens immeubles, je le rappelle pour cette éminence grise de la France insoumise qui n'avait pas compris ce que signifiait très exactement le mot. Mais à un moment donné, on peut pas arrêter, on peut pas tout le temps taxer comme ça. Il faut une ligne droite. Ce que faisait le général de Gaulle avec Rueff, en disant, mais un oui, un non, une ligne droite, disait Nietzsche. Un oui, pourquoi? Un non, pourquoi? On aura la ligne droite. Et là, on dit, on va chercher de l'argent ici, peut-être les déjections canines, peut-être taxer les croquettes des félins, peut-être... Le sucre, taxe sur le sucre, même a été évoqué. Oui. Ah, parce qu'après, on ne va pas vous dire que c'est pour votre mal, on va vous dire que c'est pour votre bien. Mais le sucre, c'est pas bien pour la santé, donc effectivement, on va taxer les sodas, les produits... Mais c'est sidérant de vouloir taxer jusqu'aux déjections canines, quoi, en disant, mais est-ce qu'on n'a pas un autre projet qui serait justement d'économiser sur un budget? Tout le monde fait ça. Dans sa maison, les Français font ça. Tous les Français font ça, ils regardent et puis disent, bon, ça on peut, ça on ne peut pas, ça on pourra peut-être, ça on économise, ça on dépense ici. Là on a besoin, ici il faut qu'on ait une petite cagnotte et de dire, non, il y a des postes qu'on va être obligé de laisser tomber. On sait très bien aujourd'hui qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une solidarité planétaire. La France ne peut pas être solidaire de tous les pays du monde, de toute la misère du monde. Et cette solidarité n'est pas possible. On est déjà très pauvres, très appauvris, et ça ne peut pas durer. Michel Onfray, on est sur CNews et Europe 1. Le Premier ministre, Michel Barnier, dit s'inspirer des cahiers de doléances des Gilets jaunes. En tout cas, il veut s'inspirer des cahiers de doléances des Gilets jaunes, qui à l'époque était un peu resté lettre morte, on va se le dire. Ça me fait penser au fait que d'ailleurs le président de la République, dans les sondages de popularité, n'a jamais été aussi bas qu'au moment de cet épisode des Gilets jaunes. On a 17% des Français seulement aujourd'hui qui font confiance à Emmanuel Macron, selon un baromètre qui a été publié dans le Figaro. Ça veut dire que 78% des Français ne lui font pas confiance. C'est considérable. C'est pourquoi, quand vous me disiez tout à l'heure, il a été réélu, je vous dis, oui, il a été réélu, et en même temps, plus de 70%. Oui, c'est juste pour expliquer qu'il y a un problème, que cette élection ne peut pas dire, après, il a été élu, donc il a tous les droits. Non, ça, c'est pour les patrons de la Corée du Nord. Mais on dit, j'ai été élu, maintenant je fais ce que je veux. Non, quand on est élu pour un programme. Et quand on n'applique pas le programme, c'est une chose, mais quand on applique le contraire du programme, c'en est une autre. Michel Barnier, il y a quelque chose de très british chez lui, qui m'avait séduit, qui me séduit toujours, cette façon un peu... flegmatique. Oui, et puis de balancer des baffes sans en avoir l'air comme ça. C'est pas l'Innoventura, c'est vraiment, que j'aime beaucoup par ailleurs, ni Jean Gabin, mais c'est cette façon de régler des problèmes, c'est peut-être dans le genre... Roger Moore, moi je dirais Roger Moore. Oui, mais vous savez, il y avait un silencieux, un ch'tounk, et puis le type il tombe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, cette façon de dire, moi je vais aller rechercher dans les cahiers de doléances, c'est une façon de dire, Monsieur Macron, vous n'en avez rien fait. Vous avez sollicité les Français et vous avez jeté leur réponse à la poubelle. Et à chaque fois que ça ne vous convient pas, vous jetez à la poubelle. Et moi, j'ai souvent dit, où sont ces cahiers de doléances dans les préfectures? Je pose la question, mais je connais la réponse. Et qu'en avons-nous fait? Rien. Est-ce qu'ils ont été remontés à l'Élysée? Bien sûr que oui, probablement. Puis il a dit, mettez-moi ça à la poubelle. Et éventuellement, c'est même pas remonté à l'Élysée parce qu'il a juste dit, j'ai calmé le jeu. Et puis il suffisait juste dans l'instant de calmer le jeu. Le problème, c'est pas la France, les Français ou le souci de la France ou des Français. Cette façon de dire au moment du deuxième mandat, je descends dans la rue parce que je voudrais découvrir la France. On va dire, mon garçon, en 5 ans, tu aurais dû non pas la découvrir, mais savoir ce qu'elle était, et puis même précédemment. Il a une culture de banquier. Donc il est compétent en matière de banque. Mais au-delà, on l'a vu avec Al-Andalus, on l'a vu quand il parle des poètes, qui sont ces poètes qui nous font l'éloge d'Al-Andalus, qui nous parlent de quoi? De Victor Hugo, qui lui disait des choses un peu extravagantes sur cette question de l'islam, juste pour pouvoir critiquer un peu le christianisme. Et remettons un peu
tout ça en perspective. Non, il y a cette façon très intéressante de dire les Français ont déjà dit plein de choses et il y a dans ces cahiers de doléances probablement le désir qu'ont les Français de voir la France repartir avec probablement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais probablement des bonnes idées, parce qu'il y a plein de bon sens chez les Français. Michel Onfray, on va parler maintenant du livre de Jordan Bardella. Il y a une polémique autour du fait que la régie publicitaire de la SNCF ne veut pas accepter les panneaux d'affichage de ce livre de Jordan Bardella, au motif que ce serait contraire à la charte de cette régie publicitaire de la SNCF. Média Transport insiste sur le fait que c'est un ouvrage qui est certes une autobiographie, mais qui est écrite par un homme politique président d'un parti. On va écouter ce qu'en dit Jordan Bardella, puis je veux voir ce que vous en pensez. Une fois encore, la liberté d'expression recule face aux hurlements de l'extrême gauche qui pratique la censure, qui instaure une discrimination politique et qui fait peser sur la France et sur le débat public dans notre pays une atmosphère de terreur. Au fond, il s'attaque à l'une des grandes forces de l'identité de notre pays, la liberté. La liberté d'expression, qui a fait de la France un espace d'échange unique au monde. La liberté de conscience. La liberté de choisir ses lectures, de voter pour qui l'on veut, de soutenir ses idées sans être menacé ou insulté, ce sont toutes ces grandes libertés fondamentales que la gauche veut vous retirer chaque jour davantage. Est-ce que c'est une question de liberté d'expression ou pas? Là, c'est véritablement interdit dans l'article 8 des conditions générales de la vente des médias de transport selon la régie publicitaire. Oui, alors après, les textes, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Moi, je rappelle que cette gauche de la SNCF, ce serait bien qu'on fasse un peu d'histoire et qu'on lui rappelle que pendant le pacte germano-soviétique, 1939, 1940, 1941, elle a collaboré. Et que cette gauche, c'était vraiment de la collaboration. C'est pas une façon légère de parler. À l'époque, effectivement, le Parti communiste français qui prenait ses ordres à Moscou, c'est-à-dire chez Staline, avait pour ordre de collaborer avec l'Allemand parce qu'ils avaient des ennemis communs, le général de Gaulle, la City. Et si, effectivement, le communisme et les communistes et les syndicalistes communistes ne collaborent plus, en 1941, c'est parce que Hitler rompt lui-même le pacte germano-soviétique en envahissant la Russie soviétique. C'est l'opération Barbarossa. Mais j'ai pas vu que la SNCF, la gauche de la SNCF, ait refusé de conduire des trains qui conduisaient des déportés dans les camps de la mort. Là, on les a pas vus, les syndicalistes, pour dire « Non, c'est pas possible, on peut pas faire ce genre de choses. » Non, non, prenez le train, puis on pilotait le train. On nous a demandé de faire un Paris-Compiègne, puis après, ça va être un Compiègne à Auschwitz, et puis nous, on fait notre boulot, on a juste conduit les trains. Mais la SNCF d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, Michel Onfray. Non, d'accord, j'entends bien, mais ces gens qui aujourd'hui nous donnent des leçons devraient se souvenir qu'ils se sont souvent trompés. Je renvoie au magnifique film de Lanzmann, Shoah, qui montre très précisément le rôle de la SNCF à cette époque-là. Et donc, il y a un moment donné où c'est pareil, avec les communistes aujourd'hui, ils oublient tous qu'ils ont collaboré à l'époque et qu'ils ont demandé à ce que soient sabotés les moteurs d'avion, les moteurs de tanks, les moteurs de chars, qui ont fait ces sabotages, que des soldats français sont morts au combat, juste parce qu'il ne fallait pas combattre et qu'il fallait fraterniser avec le peuple allemand du Troisième Reich national-socialiste. Donc, il y a un moment donné où il devrait être un peu plus prudent sur cette idée que le fascisme est à nos portes. Jordan Bardella, fasciste, laissez-moi rire, quoi. Je veux dire, ce jeune garçon a tout, sauf a l'air de tout, sauf d'un fasciste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que Trump est un fasciste, que tout le monde est un fasciste. On va en parler dans un instant. Mais le vrai fascisme qui a eu lieu, lui, et qui supposait la déportation des Juifs, à l'époque, on n'a pas entendu la CGT, le Parti communiste français, pendant le temps qu'a duré le pacte germano-soviétique, s'opposer à ça. Alors maintenant, on s'oppose à un livre qui... Je ne suis pas sûr que ce soit les mémoires de Churchill et les mémoires du général de Gaulle, en plus de ça. En revanche, on signale que le très bon mémoricide de notre ami Philippe de Villiers est en vente et qu'il cartonne absolument partout. Et on lui fait un petit clin d'œil parce qu'on aime bien Philippe de Villiers, vous et moi, mon cher Michel. Un tout petit mot de l'élection américaine. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Les Américains votent, là, c'est imminent. Tous les coups sont permis. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Beaucoup d'outrances et d'insultes du côté de Donald Trump, qui estime que son adversaire est inapte à la fonction présidentielle. Mais du côté de Kamala Harris aussi, il y a des déclarations assez surprenantes. Écoutez juste ce qu'elle a dit sur le fait que, selon elle, Donald Trump allait envoyer l'armée pour tirer sur certains Américains. Écoutez-la. Donald Trump a l'intention d'utiliser l'armée américaine contre les citoyens américains qui ne sont tout simplement pas d'accord avec lui. Des personnes qu'il qualifie, je cite, d'ennemis de l'intérieur. L'Amérique n'a pas affaire à un candidat à la présidence qui réfléchit à la manière d'améliorer vos vies. C'est quelqu'un d'instable, obsédé par la vengeance et en quête d'un pouvoir sans limite.
Voilà pour ce que dit Kamala Harris. On a eu aussi Joe Biden qui a estimé que les électeurs de Trump étaient des ordures, ce qui a donné lieu à une séquence très très drôle où Donald Trump est monté avec un gilet orange dans un camion qui charrie des ordures pour dire non, mes électeurs ne sont pas des ordures, évidemment. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette campagne tous azimuts, tous les excès, toutes les insultes sont permises, Michel Onfray? C'est du show. C'est-à-dire il faut faire de la télévision, il faut faire de l'audience. Il y a des milliards dans cette aventure. Simplement, on polarise sur les républicains, sur les démocrates, et puis après, il faut absolument que ce soit un match de MNA, on appelle ça comme ça, les gens qui se cognent dessus dans des grillages, là, dans des trucs dans des machins grillagés, où tous les coups sont permis. Alors il y en a un qui dit, ah bah oui, mais il y a un continent, c'est des portoricains, c'est comme des ordures sur un océan, l'autre dit, ah bah, c'est les électeurs qui sont des ordures, l'autre dit, ah bah moi je fais un tour dans un camion Ben, et on se dit, bon, ça peut être où est la drôle. vision dans tout ça, moi, c'est ça. Bien sûr. Or, il y a des visions politiques, et on gagnerait à dire ce que sont vraiment les programmes des uns et des autres. On voit bien quand même que chez les démocrates, il y a cette idée qu'il faut faire la guerre en permanence partout sur la planète et qu'il faut remettre l'ordre ici, là, ailleurs, vendre l'ordre américain. Hein. L'ordre américain, bien sûr. et que Trump dit, pas du tout, on arrête ces guerres. Moi, je pense que c'est Trump qui méritait le prix Nobel de la paix, et pas du tout Obama. Obama lui a donné, il n'avait rien fait encore. Donc c'était une façon de dire, ah, mais lui, il est tellement formidable, il est tellement fantastique. Lui, pendant 5 ans, Trump, il a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de guerre nouvelle, et il a enlevé des troupes. Donc pour la sécurité de la planète, ça me paraît quand même meilleur. Il est protectionniste, il a raison. Tous les chefs d'État de quelque pays que ce soit devraient être protectionnistes en disant mais les ouvriers français d'abord, les producteurs français d'abord, les artisans, les paysans, les commerçants français d'abord. Et puis après, advienne que pourra avec les commerçants d'ici, les artisans d'ailleurs, etc. Mais on le traite de fasciste. Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'Humanité cette semaine. Fasciste. Ils n'ont plus que ça à la bouche, de toute façon. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fasciste. Il y a aussi la très bonne une du JD News qui est au kiosque aussi sur Trump et Harris. Mais ça renseigne sur la bêtise des gens qui utilisent le mot fasciste comme une insulte, ou nazi, ou pétiniste, ou vichiste. Il y a du pétinisme, du vichisme, du fascisme, ça existe. Mais le fascisme, c'est une doctrine qui suppose que la force doit remplacer la démocratie, que la République doit tomber, que les élections ne sont pas bonnes, qu'il faut l'homme providentiel, qu'il faut mentir pour fabriquer une espèce de peuple qui est un mythe qu'on utilise, qu'on possède. Les peuples sont toujours les dindons de la farce dans le fascisme. Ce sont des gens qui utilisent l'huile de ricin, qui ferment les journaux, etc. Je rappelle qu'il y a eu des journaux fermés en France, et c'était par Macron, quand la guerre a démarré. Et il y a des chaînes de télévision aussi qui vont disparaître. Qui viennent de disparaître, j'allais y arriver, mais en disant effectivement qu'il y a eu Russia Today, qu'il y a eu Sputnik, on pense ce qu'on veut. Mais je veux dire, en France, on a dit on supprime chaînes de télévision et chaînes radio. C'est Poutine. Et alors, les gens sont assez grands pour savoir s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Moi, je pensais à C8, c'est autre chose. Hein. C8, bien sûr, mais vous avez raison. On ajoute, c'est autre chose, mais c'est la même chose aussi. C'est-à-dire tous ces journaux qui aujourd'hui disent que Trump est fasciste. Je pense à l'Humanité, qui est un journal qui justement vit avec les subventions publiques. Vous n'allez pas dire autre chose que ce genre de tenir autre chose comme propos que celui-ci, puisque de toute façon, au bout du compte, tous ces gens-là finissent par appeler à voter Macron, ou le candidat maastrichtien. C'est-à-dire ils disent tous du Figaro à l'Humanité, qui sont quand même très divers et multiples, mais au nom de l'antifascisme pour les uns, au nom de je ne sais quoi, ils finissent pour dire votez Macron. Regardez Libération, c'est voter n'importe quoi, mais votez Macron. C'était leur une jadis, là. Et donc, tous ces gens-là, évidemment, ils défendent exactement la même idéologie. Donc, évidemment, quiconque ne pense pas comme eux, c'est le fascisme, c'est l'extrême droite. Et le fameux Bellatar, tout à l'heure, disait que les médias sont dominés par l'extrême droite et par le fascisme. C'est juste le groupe Bolloré qui dit et si on mettait un peu de liberté dans cette aventure, un peu de liberté, dites ce que vous voulez dans le service public, dites ce que vous voulez sur Arte, etc., mentez en permanence, il n'y a aucun problème, vous avez le droit de le faire, c'est la liberté d'expression, mais tolérez qu'en face, il y a des gens qui ne défendent pas forcément ces idéologies sans forcément les appeler de fascistes, les traiter de fascistes. Maintenant, les Français ont compris que extrême droite, fasciste, c'était même parfois un bâton de maréchal venant de ces gens-là. Merci beaucoup Michel Onfray. On suivra le résultat des élections américaines avec beaucoup d'intérêt sur nos antennes. On en parlera la semaine prochaine. Oui. Parce que en fonction de qui est élu, ça va pas changer je suis pas sûr qu'on le visage de l'Amérique. Non, mais la semaine prochaine, on aura sans doute le résultat. Non, mais même. Vous pensez que ça peut durer? Le système est très compliqué. C'est-à-dire la façon de voter, la façon de... Exactement. Quand on dit que les urnes sont bourrées... les votes, etc. Ils votent sans carte d'identité. Et moi, je pense qu'on n'aura pas le lendemain matin un nom en disant c'est Trump ou c'est Kamala Harris, et qu'on part vers quelque chose qui ne va pas être terrible, parce que chacun va revendiquer les résultats pour lui. Sans reconnaître. Et ça va être extrêmement violent, très violent. Vous savez que les États-Unis sont armés. Oui, on n'a pas oublié ça. Merci Michel Onfray. C'est passé trop vite. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et Europe 1.